3, 2, 1, top. Superbe, eh bien bonjour, bonsoir à tous. Je suis Charlie, pronom il, lui, et je suis aujourd'hui pour cette nouvelle épisode d'un podcast trans en compagnie de Po, Jenna et Mike. Po, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bah ça va bien, il a fait un peu trop chaud aujourd'hui, mais ça veut dire aussi que c'est le printemps et c'est top. C'est bien le printemps, c'est super. Il y a plein d'insectes qui sortent quoi finalement au printemps. Exactement. Oui, puis on fait pas de malaise à cause de la chaleur. Non, tout va bien. Ah, parce que c'est un problème en été sinon? Oui, c'est pour ça que... Oui, mais j'aime bien quand il fait beau quand même, hein, mais c'est juste il fait trop chaud. Hmm. Très bien. Et Jenna alors, comment ça va? Et bah ça va pas mal. Je... Oui, ça va. Jenna, prenons elle. Je reconnecte les neurones. Euh, je... Ça va. Je vais Pardon, me c'est rallumer c'est- hein, c'est- d'ici le... c'est une Voilà. question piège, c'est une question piège, ça va en fait. On va faire autrement. Jenna, qu'as-tu à nous dire aujourd'hui? Ah voilà, oh, c'est pas mal, bien joué. Et ben je brode des trucs rigolos et, j'ai fait un rabbit hole, un tunnel d'une semaine là sur Bright Eyes et je suis impatiente de tout déballer. Ouais, j'ai vu que tu avais même vendu des petites choses là sur un marché récemment, c'est ça? De tes petites J'ai créations? j'ai eu une exposition dans une librairie pas loin d'ici et, voilà, j'expose à la fois de la broderie et de la cotte de maille. Et il y a des il y a des retours qui sont cool. J'ai eu des petits mots dans le livre d'or et tout. Et voilà. Au 21e siècle, donc des gens fabriquent encore de la cotte de maille. Il faut Oui, compter sur les alors personnes trans pour ça. c'est pour la prochaine marche des fiertés, j'ai un soutien-gorge en cotte de maille dans la plus grande tradition des armures féminines de jeux de rôle. Donc j'ai un soutien-gorge en cotte de maille rainbow. Waouh. Je suis un petit peu impatiente d'aller faire un malaise au soleil. Pensez à porter des casquettes, de la crème solaire et à boire de l'eau pendant les marches de fierté cet été. Tout à Oui. fait, merci Charlie pour ce message important. On fait de la prévention. Et Mike, alors Mike, notre dernière intervenante du soir, Mike, qu'as-tu nous raconter ce soir? Qu'est-ce que j'ai raconté de beau, moi? Eh ben, déjà que la côte de maille n'est pas réservée qu'aux armures féminines de jeux de rôle, puisque dans le magnifique Barbarians of Lemuria, tu as un bikini de maille et l'illustration, c'est un énorme barbare très très musclé, très très moustachu, avec un magnifique 2 pièces en maille. Je t'assure, je suis pas certaine que c'était intentionnellement queer as fuck, mais c'est queer as fuck. Voilà. Et sinon, moi, je fais pas de côte de maille, mais je fais des mailles avec mes aiguilles à tricoter et j'enchaîne pas mal, effectivement. Et puis, j'ai une maille en particulier dans mon existence, dans mon environnement relationnel depuis quelques mois, parce que c'est son deuxième prénom, Maï. Du coup, comme on parle de Maï, ben voilà, je lui fais un petit coucou au passage parce que je l'aime beaucoup. Il n'y a que maille qui maille. Exactement. Alors, sauf que non, parce que quand tu vois la tête de mon polycule, il n'y a pas que Maï qui maille, clairement. Mais, euh, mais Waouh. c'est pas mal. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut conceptualiser en tant que game designer un barbare en bikini et que ce ne soit pas queer? C'est... Eh ben, C'est le niveau je vous d'innocence qu'il faut, enverrai. quoi. Ouais, je vous enverrai peut-être la photo. Je pense que parce que c'est lié directement à un talent de personnage que tu peux choisir à la création. Non, en fait, tu Euh, comprends pas. Il y a un truc spécifique dans le backstory qui dit qu'il a cette armure-là parce que c'est donné par quelqu'un et tout. Pardon, je... Bah, je pense que ça part surtout d'un délire de joueur ou d'un délire dans cette espèce d'univers. C'est du Conan le barbare, tu vois. Donc il y a voilà. Mais j'ai l'impression que ça part plus comme une blague de rôliste que comme un truc queer.
Mais je vous enverrai l'illustration et on statuera. En fait, on fera. Ça On peut fera un être vote. si tu te lasses de tes recherches très sérieuses, eh bien, tu pourras peut-être faire un post-doc sur cette thématique. C'est Mika, vrai que vu le niveau de sérieux des recherches actuelles, il faut décompresser, hein, parce que je passe mes journées à faire des mèmes, donc il faut que je puisse me détendre, quoi, un petit peu. Mika, il Tu faut que tu noteras que je mettes. t'en envoie plus. Pardon, désolé. Mais Mika, il faut que tu mettes l'image en question dans les commentaires quand on publiera. Qu'on fasse un Oui, bien sûr. sondage. Je, je, je ferai ça sans aucun souci. Un peu d'interactivité pour nos auditeuristes. Et tout à fait, j'ai remarqué, Miko, que tu ne m'envoies plus de mèmes. Et moi, j'en produis. Donc, j'espère que vous appréciez mes mèmes PhD related parce que j'essaye. I'm trying my best. Alors, Mais je vais c'est une être bonne honnête, manière. moi j'ai pris la décision de fermer mon compte Instagram. Et donc, je ne J'ai- profite plus de ta superbe production de mimes. J'en ai un bon souvenir, mais Je vous les enverrai hors Instagram si tu veux, mais moi, ça a été. C'était une vraie décision difficile à prendre de garder un compte Instagram et j'ai décidé de ouais. garder un compte Instagram jusqu'à fin juillet, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la diffusion de mon enquête de thèse, suite à quoi je quitterai Instagram, à la fois ce compte-là et mon compte personnel disparaîtront après ça. Voilà. Ouais. Bah là, pour l'instant, pour info, vous savez peut-être, chers auditeurs, que un podcast trans a un compte Instagram et que pour l'instant, on va continuer à diffuser nos épisodes là. Parce que bah, l'idée, c'est aussi de répandre la nouvelle que le podcast existe aux gens là où ils sont. Et, euh, et, que, et que même si on ferme nos comptes personnels, on va garder celui-là pour l'instant. Mais nous Tant, sommes aussi tant qu'on déjà a le sur droit. plein d'autres plateformes, donc vous pouvez déjà aller nous suivre ailleurs. Ah oui, ça c'est une nouveauté depuis le dernier épisode, j'ai un blog. Ça m'était pas arrivé depuis des années. Je pense que Twitter et Facebook avaient un peu tué les envies de blog chez plein de gens. Et maintenant que j'ai fermé Twitter et Facebook et tout, je me suis dit, en fait, je vais reprendre. Parce que j'avais eu un blog pendant très longtemps. Et du coup, voilà, j'ai transformé ce qui était mon portfolio en ligne. J'ai installé un blog dessus sur jenna.pink. Ok. Bah, j'irai voir et j'espère que ton site internet fait un peu moins peur que celui de Julia Serrano qui me terrifie. Qui est plein d'informations super, extrêmement pertinentes, d'interventions extrêmement pertinentes, mais qui est objectivement effrayant. Bah, le souvenir que j'en ai, c'est qu'on dirait un site des années 90. Ouais, avant ça, c'est un site d'avant la création d'Internet. Ah, nice. Moi, je dirais que mon site y ressemble à un site des années début 2000. Ok, est-ce qu'il y a des petits blingy et tout? Non, ça, c'est 90 pour moi. Ouais, Ah les non! gifs animés Justement, de début partout 2000, là. pour moi, ça y est, c'est épuré. C'est WordPress. Ce serait juste avant WordPress, ouais. Ah non, c'est pas vrai parce que sur les Skyblogs, alors moi avant les années 2000, je pouvais pas créer le Skyblog, hein, j'étais trop petit, mais au début des années 2000, 2010, même quand on créait des Skyblogs, il y avait du GIF, il y avait du Bingy, il y avait des paillettes, il y avait des licornes, il y avait des dragons blancs aux yeux bleus, c'était quelque chose, hein, c'était pas épuré, hein. Est-ce que Mais on c'était a pas. complètement un biais d'observation sur mon expérience de... Je suis arrivée sur les blogs dans les années, fin des années 90 et il y avait des paillettes partout. Mhm. Et puis, et j'ai jamais été cliente de Skyblog justement parce que je faisais partie des blogueuses snobs en fait, qui regardaient les Skyblogs de loin mais nous on était sur Blogger et WordPress donc je pense Bien, qu'on avait aussi peut-être 6 mois, peut-être un an d'avance en termes de design. des différences générationnelles entre les blogs. Complètement. Puis les outils. Enfin, je me rappelle que mon tout premier site web, je l'avais développé avec un outil qui était fourni avec la suite Office 97. Et donc dedans tu pouvais rajouter des word art, des trucs comme ça. C'était dégueulasse, c'était une catastrophe. Ah Et ouais, euh, Word Art. et je suis retombée sur une archive de ce truc qu'un pote m'avait sauvegardé sur un CD. Et
je regardais ça et je me disais en même temps, mais ma pauvre, voilà, il y a rien qui va sur ce site. Et en même temps, tu arrives quand même à mettre des trucs dessus où t'es tellement un œuf. C'est très très drôle. Mais, euh, mais ouais, effectivement, le style graphique de ces années-là, moi je me souviens que c'était quand même, c'était agressif, quoi. Et justement, c'est un peu comme Jenna, au début des années 2000, il y avait ce côté, ah tiens, on a épuré les pages, c'est un peu plus fonctionnel et tout. Il y a eu cette espèce de période un peu idéale, des pages qui étaient épurées, mais avant l'arrivée Pub. des surcharges publicitaires de partout, des machins, des volets t'avais des espèces de bandeaux de pub en haut là, un peu Ouais. fachouille, mais c'était tout. Et maintenant, tu ouvres un site et tu te prends un panneau latéral de droite en haut, le machin des cookies, et t'as juste envie de jeter ton téléphone ou ta tablette en fait. Et ben, j'ai beaucoup de plaisir à dire que voilà, j'ai un blog et je maîtrise complètement à la fois le domaine, l'hébergement et le logiciel qui est dessus. Et dessus, il n'y a pas de pub, rien qui clignote, même pas de cookies. Et un site sans cookies, ça devrait être la norme en fait. Mais j'ai pas besoin de stocker des informations chez les gens pour qu'ils viennent me lire, tu vois. Et voilà, je trouve ça reposant. Pour clôturer cette session blog, je voulais juste vous en partager un qui est un blog d'archives transmasque kinky sexuel que quelqu'un a partagé récemment sur un Discord sur lequel je suis. Le nom du site, c'est visiblement juste 198x.love et ça ressemble à ça. Vous voyez rien là, hein. Très mauvaise qualité. Non, mais tu nous passeras un screenshot ou l'adresse. Oui, c'est Voilà. ça, on dirait FetLife. C'est... Ouais, bah voilà. Il y a un gros T40 là au milieu. T40, oui, magnifique. C'est vieux ça? Il y a ici toute une barre d'onglets avec des fétiches divers et variés. Voilà, c'est magnifique. Vraiment... Ça a l'air un peu rétro quand même dans le design. Hein. C'est rétro dans le design, mais je crois que c'est pas si vieux que ça. Et mais en fait, comme c'est un site d'archives, c'est un site qui se présente comme de l'archive très vivante en fait, et du coup qui accumule beaucoup. C'est un site qui est globalement illisible, moi je trouve. Enfin, en tout cas, très difficilement préhensible, mais une pépite, il est magnifique. Voilà. Ce qui clôture notre segment impromptu sur les blogs et leurs différents datages, et ce qui nous emmène, sans aucune transition quelle qu'elle soit, vers notre premier sujet du jour, avec Po. Tout à fait. Oui, j'ai pas de transition blog vers... je vois pas. Mais moi, je vais parler des insectes aujourd'hui. Parce qu'apparemment, tel un blog, un podcast est un bon endroit pour faire des infodumps. Merci. Tout à fait. Et donc, on m'a dit que il fallait que je fasse l'infodump de ces derniers jours à l'antenne. C'est-à-dire qu'on était sur le canapé, je sais plus pourquoi on a parlé des insectes. Et Po, avec beaucoup de joie, a commencé un infodump. Et au bout de 10 minutes, je lui ai dit mais tu pourrais faire ça dans le podcast. Que je sois pas la seule à en profiter. L'irrespect quand même, hein. Je parle directement. Save it pour le podcast. C'est ça. Il faut pouvoir monétiser tout ce que tu dis, Po. Ne parle pas gratuitement. De qualité. Bref, donc, inspiré probablement par le printemps qui arrive, hein, et des insectes qui reviennent, on va parler un petit peu aujourd'hui du genre chez les insectes. Ce qui m'intéresse dans ce sujet, en fait, c'est pas tellement la vision classique qu'on a du genre chez les insectes, qui depuis très longtemps a été en fait un anthropomorphisme basique de il y a des mâles, des femelles. Mais du coup, on parlerait plus de sexe, non? Alors, si tu me laisses parler. Oui, non, mais Si tu me laisses parler. Oui. Et donc, il y a des gens qui disent même l'homme, je sais pas, l'homme fourmi, la femme fourmi. Enfin, il y a des abus de langage qui vont complètement dans le sens de l'être humain aime bien poser ses cases qu'il connaît sur n'importe quoi. Et donc,
faire comme dans notre société et dire on va dire qu'il n'y a que de sexe et que de genre, et puis voilà, parce que c'est plus facile. Alors que nous savons bien que non. Et les insectes sont d'accord avec nous. Donc les insectes sont pour sont woke, sont pour les personnes trans, la défense de la non-binarité, tout ça. Pardon, excusez-moi. Et donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon qu'ont certaines personnes actuellement de repenser le genre chez les insectes. Parce que au-delà donc de le dimorphisme sexuel, mâle, femelle, qui est même pas aussi clair que ça chez les insectes, parce qu'il y a énormément d'exemples avec des individus qui sont à la fois mâle, femelle, ou qui changent au cours de leur vie, ou qui n'ont pas de marqueurs que nous on reconnaît comme étant mâle ou femelle strictement. Donc déjà ça tient pas, mais bon, imaginons. Au-delà de ça, il y a dans des espèces d'insectes sociaux. Depuis longtemps, on a identifié ce qu'on appelait avant des castes. Là aussi un peu problématique comme terme. Mais qui désigne les rôles sociaux de ces insectes dans leur colonie, et qui sont des rôles très marqués, qui sont des rôles qui sont généralement là parce qu'il y a des phéromones, des facteurs environnementaux qui ont participé au développement de l'embryon pour donner un insecte avec une morphologie très particulière et un rôle très particulier au sein de la colonie. Et donc c'est du dimorphisme aussi, ça. C'est du dimorphisme très fort, très marqué, très observable, parce que c'est pas juste il y en a un et l'aile est un petit peu différente. Il y en a certains qui ont des ailes, d'autres pas d'ailes. Il y en a certains qui sont très grands, d'autres très petits. Il y en a certains qui sont d'une couleur, les autres d'une autre couleur. Tout ça au sein d'une même colonie. Ils ont tous le même ADN. Enfin, oui, ça reste la même espèce, quoi. C'est la même espèce. C'est la même espèce. Après, si on veut parler d'ADN, il y a aussi eu des découvertes en 2016 sur justement comment ça se fait Il n'y a pas que les facteurs environnementaux qui influent sur le développement, il y a aussi une partie qui est gérée par les gènes et l'expression génétique, en fait. Mais ça a été découvert après. Je crois qu'il y a Mickey qui essayait de nous montrer une fourmi, c'est ça ? Pardon, excusez-moi. Non, mais du coup, c'était pas nécessaire de l'interrompre maintenant, mais Pardon. tu parles d'insectes coloniaux, j'ai littéralement une colonie de fourmis sur ce bureau. Mais oui, exactement. Voilà. Dans les exemples très connus de ce genre d'insectes sociaux, il y a les fourmis, il y a aussi les termites, il y a les abeilles, il y a les guêpes. Voilà, c'est les insectes comme ça qui vivent en colonie avec des rôles répartis entre les individus. Et du coup, pendant longtemps, on a appelé ces rôles des castes. Et récemment, il y a des gens qui ont émis l'hypothèse que ça pourrait être les genres des insectes, en fait, ces rôles-là, puisque ce sont des rôles qui sont formés par la société, on va dire, et que finalement, ça ressemble un peu parfois à ce que nous, les humains, on fait comme expression de genre. Il y a des... c'est évidemment moins rigide chez les humains, parce que on n'est pas... Malgré les meilleurs efforts de certains. Oui, voilà, on a plus de variabilité dans ce qu'on peut faire. On n'est pas juste, il y a 4 rôles et puis voilà. On peut heureusement faire beaucoup plus de choses dans notre société. Mais donc du coup, il y a des gens qui disent, on pourrait dire que, au lieu de dire des castes, on pourrait dire des genres. Et je trouve ça très mignon d'essayer de sortir justement
le côté mâle-femelle et dire plutôt il y a des genres, c'est la manière dont les individus insectes évoluent au sein de leur colonie. Et là aussi, ça peut changer. Donc, youpi, transition, tout ça. Si à un moment donné, il y a par exemple quand on prend l'exemple des abeilles, donc dans les abeilles, il y a la reine, les ouvrières et les faux-bourdons. Et si à un moment donné la reine meurt, les ouvrières essayent de faire d'autres reines. Si elles échouent, elles commencent à... elles n'ont plus les phéromones de la reine pour les réguler, et elles commencent à pouvoir de nouveau se reproduire, ce qui du coup amène la ruche à un état un peu bizarre il n'y a plus de reine, mais tout le monde a un peu la même façon de faire que la reine. Enfin bon, généralement après... ça devient une société anarchiste. Alors non, mais ça fonctionne pas très bien. Mais bon, il y a... Comme une société anarchiste. Bref. Mais donc il y a des changements possibles qui répondent à des changements d'environnement. Et voilà, moi je trouvais que c'était très mignon d'imaginer les insectes qui du coup étaient parfois non binaires, parfois qui transitionnaient, voilà. Est-ce que tu as d'autres exemples de transition ? Eh bien, je sais pas si on peut... Si, ça peut être un exemple de transition. Il y a le fait que, par exemple, chez les fourmis, t'as plusieurs genres, on va dire, donc. Et il y a un genre qui est temporaire, qui est les fourmis qui sont ailées, qui sont des individus qui se reproduisent. Et après, dans ces individus-là, il y en a qui deviennent des reines. Donc il y a une transition de genre avec un individu qui change. La taille est différente après, les ailes fonctionnent plus. Enfin voilà, il y a tout un... Il y a un vrai changement morphologique qui suit le changement de rôle, en fait. Et moi, on m'avait toujours dit que les fourmis ailées étaient des mâles en plus. Et ça devient des reines quand même ? Il y a des mâles et des femelles dans les fourmis ailées. Ok. Mais il y a que les femelles, normalement, qui deviennent des reines, mais après, on leur a pas demandé, hein, donc... Trop bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais noté voilà, les abeilles, j'en ai parlé. Autodescription pour les gens qui n'ont pas l'image. Po est en train de feuilleter, il y a au moins 5 pages de notes dans son carnet qui sont dédiées aux insectes. Et je soupçonne qu'il y en a beaucoup plus et que ça c'est juste le résumé pour l'épisode. Mais c'est juste que j'ai pris des notes de ce dont je voulais parler et voilà, je vérifie que j'ai dit tout ce qui était important quand même parce que dans les trucs fun dont je parlais un tout petit peu au moment où on a parlé d'ADN, donc on avait dit que au départ on disait mâle, femelle, que les humains avaient calqué beaucoup les rôles comme ça, et que c'était en gros, est-ce que il y a des organes génitaux et comment est-ce qu'on peut les observer et comment est-ce qu'on peut ranger ça en 2 cases bien définies. Et là où je trouve que la science a un petit peu évolué, c'est que en 2016, il y a une étude qui a montré que les gènes qui étaient responsables de la différenciation sexuée, donc le côté mâle-femelle et tout, dans les espèces d'insectes sociaux sont en fait aussi responsables de la différenciation des différents rôles. Donc c'est pas binaire. Même dans leur ADN, c'est prévu pour pas être binaire. Voilà, c'est tout. C'est parce que voilà, j'aime bien quand c'est pas binaire. Voilà. J'ai évidemment beaucoup résumé et fait des approximations de langage parce que c'est plus facile. Et je mettrai des liens vers les études. Avec plaisir.
Moi, j'aime bien que non seulement c'est un argument assez simple à opposer au côté contre nature de la transidentité et de la non-binarité, mais que en plus les insectes sont les représentants à la fois en nombre et en nombre d'espèces les majoritaires sur cette planète, et que on pourrait avoir un peu d'humilité par rapport à ce qui est la norme. Moi, j'ai apprécié ce segment insectoïde parce que je suis pas le plus grand fan des insectes. J'ai pas de phobie, mais je suis pas le plus grand fan. Et j'apprécie qu'on ait parlé d'abeilles et de fourmis parce que globalement, énorme tolérance à ces deux espèces, énorme respect par ailleurs, très belle organisation, 20 sur 20, petite société trop mignonne, j'adore, j'aime tout. Donc j'apprécie qu'on ne soit pas allé dans d'autres insectes spécifiques, mais ceux-là, j'adore. Oui, on remarquera que je n'ai pas fait mention plus des guêpes et des termites, qui sont les autres insectes sociaux, mais j'ai juste décidé de... Voir pire. Concentrons-nous sur ceux qui ont eu des films Disney à leur sujet et qui sont vraiment appréciés par le grand public. Exactement, j'ai beaucoup apprécié ce segment qui Mais oui cet exosquelette. Quand Charlie a dit segment, j'étais là, il va faire une blague. Non, pardon. J'ai pas la Je suis là pour ça. Pas assez de biologistes pour cette situation. Oui, pardon, segment, c'est le nom d'une partie du corps d'un insecte. Et voilà, ok. Du coup, c'était drôle. The more you know. Le truc qui est intéressant aussi, donc notamment chez les fourmis, si on prend la dichotomie un peu basique qui était donnée reine ouvrière, en fait, génétiquement, il n'y a pas de différence à la base. C'est sur la nutrition que, en fait, le fait qu'on ait des individus sexués, donc ailés, ça va être beaucoup sur la question de la nutrition. Globalement, on dit que les ouvrières sont des femelles dites entre guillemets stériles, ce qui est pas vrai puisque dans certaines conditions elles peuvent pondre des œufs. Mais en tout cas, de base et effectivement de par la présence des phéromones ce qu'on appelle la gyne dans la colonie, normalement ça n'arrive pas. De la même manière, en fait, dans une colonie de fourmis, des individus sexués, t'en verras pas les 2 premières années généralement parce que la colonie a pas les ressources nutritives pour se permettre d'en développer, pour se permettre d'en nourrir. Et c'est en général à partir, quand la colonie a plus de 2 ans d'existence, qu'on va commencer à voir apparaître des individus sexués. Donc il y a aussi ce côté de ça rejoint un peu une vision alors qui s'éloigne un peu de cette vision de genre et que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez intéressant comme vision. Moi, ce que j'avais eu beaucoup pendant mes études, c'était une vision de super-organisme que tu connais peut-être, Pau, où il y a vraiment cette idée de, en fait, la colonie est assimilée à un organisme avec ses différentes fonctions réparties sur les différents individus. Et là, en l'occurrence, sur l'aspect, par exemple, l'apparition des sexués, ça va vraiment se faire à condition que la possibilité d'avoir suffisamment de nourriture permette d'avoir une phase de reproduction. C'est tout à fait ça. La nourriture comme facteur environnemental, quand je parlais de l'ADN qui permettait justement de faire un switch sur les différents rôles, c'est cette partie d'ADN qui va réagir à la nourriture, qui va exprimer un phénotype différent. Enfin, c'est ça qui fait la différence. Ouais, mais il y a très certainement de l'épigénétique là-dedans qui fait qu'on aboutit à cette différenciation à partir d'individus qui fondamentalement partiraient des mêmes œufs, en fait, d'œufs de même composition. Moi aussi, j'ai fait une transition motivée par les besoins de reproduction et de me nourrir plus. Voilà. C'est tout ce que j'avais d'intelligent à dire sur le sujet. J'essaye de devenir une reine Et moi, je me sens plus proche des phasmes parce qu'il y en a beaucoup qui sont juste pas binaires du tout et qui ont décidé de faire à la fois mâle et femelle. Il y a des phasmes qui sont mâle et femelle en mosaïque. Oh. Oui. Pas juste symétrie, c'est très beau.
C'est-à-dire qu'ils ont une partie de leur aile qui est mâle, une partie de leur aile qui est femelle. Et c'est mosaïque sur tout le corps, voilà. Ok. Du coup, Et elle t'as vole des- en cercle, parce que voilà, mais C'est un peu Frankensteinien dans ma tête, mais je vibe. Très bien. Eh ben, Ouais. merci, Pau. Mais je est-ce que les 4 sortes de Dahu, ce sont des genres ou des sexes Tu voulais dire quelque chose, Mickey? Tu voulais ajouter quelque chose? de plus Bah intelligents? oui, puisque Poe parlait phasmes et de ces phasmes qui sont très variés dans leur genre ou dans leur sexe. Je saurais pas trop comment le qualifier, mais j'en avais eu dans mon élevage d'Extatosoma tiaratum, donc qui sont des phasmes australiens assez impressionnants. J'avais eu ce qu'on appelle un gynandromorphe. Oui, C'était assez rigolo à voir parce que effectivement, alors que j'avais que pour le coup des femelles dans qui avaient pondu des œufs, donc qui normalement devaient redonner des femelles, parce qu'il y a une parthénogénèse, il y a une reproduction une reproduction asexuée, donc sans besoin de deux individus. Et en l'occurrence, j'ai eu une fois un petit gynandromorphe, c'était trop rigolo. Et c'est donc drôle parce que du coup, pour le ils reste sont, des gens qui nous écoutent, le gynandromorphe, du coup, si tu peux préciser, parce que juste... ouais, c'est donc à partir d'un œuf qui est supposé être entre guillemets génétiquement un œuf de femelle, on va avoir un individu qui développe des caractéristiques qu'on retrouverait chez les mâles de cette espèce-là, globalement. Donc c'est euh, un individu supposé avoir été femelle à la naissance, mais qui développe des caractéristiques euh, dans son phénotype, dans son allure de mâle. Donc en gros, j'avais un petit phasme transmasque qui était là. Et c'est drôle parce que voilà, ils sont tout petits, curieusement. Mais du coup, on est plus sur des caractéristiques, enfin, je veux pas faire de rapprochement douteux, mais sur des caractéristiques d'intersexuation plutôt que de transition, parce que C'est pas du tout le si même... on considère oui. que la transition c'est un fait plutôt social avec une notion quand même de choix à un Tout moment à fait. donné, tout ça, Gynandromorphe, c'est beaucoup plus intersexe. ok, C'est d'ailleurs décrit comme ça dans les papiers Oui, scientifiques. ok. c'est décrit comme ça, mais moi je ne sais pas. Il était seul là au milieu de toutes ces femelles un peu partout. Tu sais pas. En fait, il a peut-être décidé de transitionner. Pour avoir Un plus petit de phasme meufs. avec une moustache en train de faire du triathlon. Et oh. Le. Waouh. Speechless. Ça tacle à la gorge. Bon bah du coup comme moi j'ai pas les mots, Jenna, à toi de parler parce que voilà, c'est ton tour d'avoir un sujet. On change de sujet. Ouf. Alors, moi, je vais prendre mes notes. J'avais pas de safe word pour cette situation. Mais je pense qu'il faut qu'on s'habitue au fait que Jenna, de temps en temps, lance un missile. Tu sais pas qui va le prendre, tu sais pas quand ça va tomber, mais de temps en temps, ça tombe. Mais c'est dit avec beaucoup d'affection. Bien sûr. Oui. Mais le face ma moustache, je te passe la parole. Alors, avant ça, je voudrais formellement présenter des excuses à notre animateur Charlie, pour être sûr que tout va bien. Oui, tout va bien, y a pas de souci. Ah oui, et Nancy, quand même, je dis le truc que j'ai dit avant qu'on commence à enregistrer l'épisode, c'est que Oui. donc là, bon, pour les gens qui étaient pas très à l'aise avec les insectes, la première partie était peut-être pas très aisante, et dans tous les cas, normalement, on aura mis un petit content warning dans les communications, donc vous aurez été au courant, et donc vous devez probablement déjà être au courant aussi que les deux parties qui vont suivre ont un peu plus de trigger warning, peuvent avoir des sujets qui sont assez éprouvants. Je laisserai nos animatrices faire un petit peut-être trigger warning, content warning avant de commencer plus spécifiquement, mais voilà, n'hésitez pas à juste arrêter d'écouter. Vous avez eu la partie fun du podcast. Si la partie suivante est un peu trop lourde peut-être émotionnellement, n'hésitez pas à vous arrêter là et à nous retrouver au prochain épisode. Voilà. Ouais. Je vais raconter une histoire, et dans cette histoire, il y a un personnage secondaire, on va dire, qui s'est suicidé, donc il y a mention d'un suicide. On rentre pas dans les détails des circonstances, ni même de assez peu de sa vie. Mais c'est important que cette personne soit mentionnée.
Alors, j'ai essayé de trouver un titre à ma partie et ça n'a pas été facile parce que au fur et à mesure que je faisais des recherches, le trou noir s'agrandissait et pour l'instant je serai sur Bright Eyes et l'oiseau jaune pour faire simple. Comment est-ce que j'étale une toile d'araignée qui est tentaculaire alors que le temps n'a que 2 dimensions? Il va falloir me suivre là-dessus parce que j'ai des branches normalement et ça aurait pu être très visuel et là ça va être juste à l'audio. Donc je vais commencer avec une anecdote. Phoebe Bridgers, c'est une chanteuse, elle a une chanson qui s'appelle Moon Song et il y a plein d'indices qui montrent que la chanson parle de Conor Oberst. Et dans les paroles, elle dit You're sick and you're married and you might be dying. Donc, t'es malade et t'es marié et tu vas peut-être mourir. Et j'ai découvert cette chanson il y a quelques jours et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que à chaque fois que j'ai aimé quelqu'un en musique, en général, il claque. Et du coup, j'ai tapé le nom de Conor Oberst dans Google. Le premier lien disait qu'il était mort la veille. Et c'était une rumeur, c'était un sale site People. Et donc ça a été démenti par tout le monde et tout, et Conor Oberst n'est pas mort. Mais c'était vraiment un moment irréel de se dire, ça fait une semaine que je fais des recherches sur lui, et là il claque, c'est pas possible quoi. Donc non, il est pas mort. Conor Oberst, c'est le chanteur d'un groupe qui s'appelle Bright Eyes. C'est un groupe de rock indé du Nebraska qui a été actif de 1995 à 2011 et ensuite de 2020 jusqu'à nos jours. Et j'espère encore quelques années. Si vous avez déjà entendu ces chansons ou des interviews, si vous avez déjà apprécié le groupe, vous vous doutez peut-être de où est-ce que je veux en venir, de pourquoi je parle de Conor Oberst aujourd'hui. J'ai envoyé un lien à mes co-animateurs, co-animatrices avec une interview de Conor Oberst qui date de 2005. Il est super choupi. Et j'avais une grande identification à ce mec-là à l'époque parce qu'on se ressemblait énormément. Il est tout fin, très autiste, très mignon et très maniéré. Voilà. Donc pourquoi je parle de Conor Oberst aujourd'hui ? Je pourrais vous parler des 2 premiers groupes de Conor Oberst avant Bright Eyes, qu'il avait appelé Commander Venus et The Magnetas, donc les aimants mais au féminin. Je pourrais parler de ses chansons Laura Laurent, Amy in the White Coat, Neely O'Hara, When the Curious Girl Realizes She's Under Glass, Sunset Sunrise, dans lesquels il est facile de défendre que ce sont des protagonistes féminines qui sont en avant, voire le point de vue de l'histoire racontée. Mais je vais prendre beaucoup de plaisir à ne pas le faire. Pour rassurer mes co-animateurs, co-animatrices, pour 2 raisons. La première, c'est que quand un romancier écrit des personnages féminins, on se pose rarement la question du genre du romancier. On écrit de la fiction, tout n'est pas une représentation de soi-même dans la fiction. Et c'est en tout cas la position de Conor quand on lui a posé la question sur ses chansons au féminin. Et la meilleure des raisons de ne pas le faire, c'est qu'il est toujours en vie. Et on retient les règles que nous nous sommes imposées dans les épisodes précédents. On a dit pas les vivants. Dans la transinvestigation. Donc, est-ce que mon sujet est fini ? Non. De quoi on parle alors ? Je vais vous tisser une histoire avec une sélection de chansons de Bright Eyes. La première chanson que je vais mentionner, elle est sur un album de 2000 qui s'appelle Fevers and Mirrors. A spindle, a darkness, a fever and a necklace. Tu tournes comme un vinyle. Tu es tellement plus détendu maintenant.
Mais tu n'expliques pas comment tu as trouvé une telle sérénité. I touch the clasp of your locket. Je touche le fermoir de ton médaillon qui cache une photo, Some secret qui cache un secret que tu ne voudrais pas révéler, it shows. mais tu le laisses serrer ta gorge. Et dans la chanson originale, il parle spécifiquement d'un choker, d'un médaillon sur un choker. Ça sort en 2000. Et l'année suivante, le cousin de Connor Oberst, aussi son meilleur ami, la personne avec qui il a grandi, s'appelle Colin, se suicide en 2001. La chanson suivante, en 2005, elle s'appelle We Are Nowhere and It's Now. Elle est chantée en duo avec Emmylou Harris. If you hate the taste of wine, what do you Si tu drink? détestes le goût du vin, pourquoi est-ce que tu en bois à t'en rendre aveugle? And if you swear that there's no truth, and who cares? Et si tu jures qu'il n'y a pas de vérité, pourquoi est-ce que tu dis ça comme si t'avais raison? Et je cite juste ce passage-là parce que je le trouve tellement bien écrit. Il n'y a pas d'importance dans mon histoire. Just turns the jukebox on, and we hum along, and I smile back at her. Pau m'a suggéré, quand je lui en ai parlé, de chanter cette chanson, ces paroles-là, en duo avec une femme. C'était un moyen d'avoir une résolution à son deuil. De pouvoir partager ça avec son cousin. Should have learned. Did you forget that? Est-ce que tu as oublié cet oiseau jaune? How could you forget your... Oh, comment est-ce que tu aurais pu oublier cet oiseau jaune? And she took Elle a pris une petite couronne d'argent et elle me l'a épinglée. she said this one Elle a dit, ça t'apportera de l'amour. Et je sais pas si c'est vrai, mais je le garde pour me porter chance. Alors qu'est-ce que c'est que cet oiseau jaune? Elle m'a donné une couronne d'argent, c'est qui, elle? Et ma théorie à moi, c'est qu'il parle de Colin. Plus tard sur le même album, track 8 s'appelle Landlocked Blues. Et elle est assez sombre, elle est un peu lancinante. Et la conclusion, vous allez voir. You'll be free, child, once you have died. Quand tu seras mort, gamin, tu seras libre. Les chaînes du langage et du temps mesurable. And then we can trade places, play musical grace. Et alors nous pourrons échanger nos places, jouer aux tombes musicales. En attendant, va-t'en, va-t'en. So I'm up at dawn, putting on my shoes. I just want, Alors je suis debout à l'aube, je mets mes chaussures, je veux juste faire une évasion propre. I'm leaving, but I don't know where to. Je pars et je ne sais pas où. Je sais que je pars, mais je ne sais pas où. Et la conclusion de cette chanson, c'est une injonction à la mort. Que la mort est la seule issue. Et la chanson suivante dont je vais vous reparler, c'est Moon Song de Phoebe Bridgers. Le détail, c'est que Phoebe Bridgers et Connor Oberst, ils ont fait un album ensemble. Ils ont fait une tournée ensemble et ce qu'on appelle parfois un super groupe. C'est-à-dire des membres de plein de groupes différents qui fondent un groupe pour une occasion ponctuelle. Et après cette occasion-là, Phoebe Bridgers a sorti un album qui s'appelle Punisher en 2020. Et dans Moon Song, elle dit...
When you saw the dead yellow bird, you started crying. Et c'est un des indices dans cette chanson, parce qu'il y a plein d'indices qui semblent parler de faire référence à des chansons de Connor, mais particulièrement celle-là parle du fait que quand il a vu l'oiseau jaune, il a pleuré. Et ce qui m'a motivé à faire ce sujet pour le podcast, c'est la chanson qui va venir. Ça s'appelle Poison Oak. C'est vraiment la suivante, c'est la numéro 9 sur le même album, l'album I'm Wide Awake It's Morning de Bright Eyes, pas Je reviens à Bright Eyes. Et là aussi, il parle de l'oiseau jaune. Je n'avais jamais remarqué l'oiseau jaune dans We Are Nowhere and It's Now, mais je l'avais remarqué dans Poison Oak. Et Poison Oak, donc c'est la piste suivante, et il y a la réponse. Poison oak, some boyhood, bravery. Le sumac vénéneux, le courage de l'enfance. When a telephone was a tin can on a string. Quand notre téléphone était une boîte de conserve au bout d'une ficelle. And I fell asleep with you still talking to me. Et que je me suis endormie alors que tu me parlais encore. You said you weren't afraid to die. Tu disais que tu n'avais pas peur de mourir. In Polaroids, you were dressed in women's clothes. Sur les Polaroids, tu étais habillée en femme. Were you made ashamed? Why'd you lock them in a drawer? Est-ce qu'on t'a fait avoir honte? Pourquoi est-ce que tu les as enfermés dans un tiroir? I don't think that I ever loved you more Eh bien, je ne crois pas t'avoir jamais autant aimé than when you turned away. que lorsque tu t'es When you détourné, slammed the door. lorsque tu as claqué la porte, When you stole the car and drove towards Mexico. lorsque tu as volé la voiture et roulé vers le Mexique, Wrote bad checks et que tu as fait des chèques sans just to provision fill pour t'acheter de la your drogue. arm. But me, I'm a single Mais moi, je suis une cellule isolée sur la langue d'un serpent. Il y a maintenant un champ boueux là où il y avait un jardin. Et je suis content que tu t'en sois tiré. Mais moi, je suis coincée ici. Et mes vêtements sont trempés des larmes de ton frère. and I never thought this life was possible. Et je n'avais jamais pensé que cette vie était possible. You're the yellow bird that I've been waiting for. Mais tu étais l'oiseau jaune que j'attendais. The end of paralysis. La fin de la paralysie. J'étais une statuette. Drunk as hell. Maintenant, je suis ivre sur un banc de piano. Et quand j'appuie sur les touches, tout s'inverse. Le son de la solitude me rend plus heureux. Et mon explication, c'est que en dépression, il pensait pas qu'être heureux et en vie était possible. Et maintenant, il a trouvé comment faire des chansons tristes et être plus heureux que ces chansons en comparaison. Et c'est au moins un peu optimiste, particulièrement après Landlocked Blues, qui était la chanson précédente. Je vais maintenant vous parler pendant 1 minute de Friedrich Schiller. C'était un auteur allemand bisexuel qui était entre autres professeur d'histoire et de philosophie dans la ville de Jena en Allemagne. Ça se prononce Jena en Allemagne, mais... Et il a eu
deux belles et longues relations, une avec Goethe et une autre avec son mécène, ami et confident, gros guillemets, Christian Gottfried Körner. Et c'est pour lui, et avec leur relation en tête, qu'il a écrit le poème « L'Aude à la joie » en 1785. C'est ce poème qui a été adapté en musique par Beethoven dans la 9e symphonie de Beethoven. Et je voulais qu'on ait toute cette information avant de vous parler de la dernière piste de cet album. La piste 10. Et je ne vais pas vous parler de toutes les paroles, mais celles qui vibrent, celles qui ont un sens pour moi qui est intense. Alors quand on dit de faire une guerre pour rien, il vaut mieux choisir le camp qui va gagner. On sait pas comment ça a commencé, mais on va faire en sorte qu'ils sachent comment ça va finir. J'aurais pu être un chanteur célèbre si j'avais eu une autre voix. Mais l'échec a toujours sonné mieux. Alors ratons tout, les gars, faisons du bruit. Le soleil s'est levé sans conclusion. Les fleurs dorment dans leur parterre. Les cimetières de la ville bourdonnent. Je suis bien réveillée et c'est le matin. Et pour moi, c'est une chanson militante. Ça parle du patriarcat, ça parle de la binarité de genre. Cette guerre à laquelle on n'a pas envie de participer, il a choisi de la vivre en tant qu'homme. Il a dû faire le deuil de sa cousine et confronté à ses propres interrogations sur le genre, il a choisi de ne pas transitionner. Il a choisi d'arrêter de se poser ces questions. Et je reconnais le mécanisme qui a fait que j'ai choisi de ne pas transitionner pendant 10 ans. Voilà. Merci beaucoup, Jenna. Il s'est passé quelque chose d'assez surréel, c'est-à-dire qu'au moment où tu as commencé à avoir la voix qui craquait sur ce que tu étais en train de dire, il y a un orage énorme qui vient d'éclater à Lyon. Il y a un éclair qui a illuminé ma rue entièrement. Et je sais pas à quel point ça va être audible, mais le crack était tellement immédiatement après et tellement fort que peut-être tu vas entendre derrière toi un gros. Parfait. Voilà. C'est un niveau de production intéressant quand même. Les dieux, les déesses sont avec nous. Moi, je pense que On c'est a les moyens. fourmis. C'est les fourmis qui ont déclenché le. Oui. Je ferai des liens, ou en tout cas, je ferai la liste des chansons. Alors, mon sujet n'est pas terminé parce qu'il me manque un morceau où je m'étais dit non, mais c'est bon, je vais m'en souvenir. Et je l'ai pas fait. Et la raison pour laquelle j'ai mentionné Friedrich Schiller et l'Aude à la joie, Ode to Joy, et le fait que Schiller était au moins bisexuel, c'est que le dernier morceau de les dernières paroles que je vous ai lues s'appelle Road to Joy, et il n'y a aucun doute que le titre et la construction musicale du morceau sont des hommages à l'Aude à la joie dans la version de Beethoven. Et du coup, pour moi, un lien avec le poème de Schiller. Voilà. Ça fait sens, effectivement. Ouf. Ça va, assez dur de réagir sur un sujet comme ça, autant sur les fourmis, on peut être en mode hiha. Quand j'étais petit, je mangeais des fourmis, c'était vraiment super. Est-ce que c'est un groupe que vous connaissiez ? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Mais là, il y a une
grosse charge émotionnelle dans tout ce que tu as amené et c'est monté à un moment assez fort. C'est intéressant de la manière dont tu le racontes parce que j'ai l'impression que tu nous restitues aussi ton parcours de recherche et de découverte et de tunnels que tu as pu avoir dessus. C'est Et donc l'idée. forcément, les montées émotionnelles, enfin les réalisations qui ponctuent ce type de voyage où tu commences à creuser quelque chose et effectivement ça t'amène à reconsidérer des choses que tu as pu écouter il y a une vingtaine d'années en leur donnant un tout autre sens, évidemment, bien sûr. Ouais. Mais du coup, ça explique pourquoi j'étais fan et je creuchais à ce point à l'époque aussi. Mais puis moi, je suis obsédé et fasciné par ces artistes qui ont cette espèce de référence cachée et l'espèce de fil conducteur de l'oiseau jaune est, je trouve, juste poétiquement et fascinant. Et c'est super beau que ce fil-là, il existe aussi et qui soit encore retranscrit donc, dans ses œuvres les plus récentes, alors que toi, tu dis donc t'en retrouves des traces au tout début des années 2000. C'est un truc qu'il a visiblement jamais quitté et c'est beau que ça puisse retranscrire à ce point, tout en étant quelque chose de peut-être très pudique de sa part aussi, où lui il a besoin et envie de parler de ce sujet-là et il le fait à sa manière parce que c'est comme ça qu'il est à l'aise de le faire. C'est pas si explicite que ça en fait, mais en y prêtant attention comme tu l'as fait là, bah, on peut se rendre compte d'à quel point ce thème il est toujours là pour lui et c'est ça qui est beau aussi parce que ça laisse aussi beaucoup de place à l'interprétation et aux auditeuristes de ces chansons quoi. Ouais. Eh ben merci Jenna, est-ce que tu as des choses à ajouter? Est-ce que quelqu'un a des choses à rajouter? C'est encore un câlin de loin que je fais à un artiste, voilà. Et en plus, vous aviez un superbe chat sur les genoux pendant la moitié du segment qui était là pour faire des câlins de près. Il était vraiment très beau. Merci à lui pour cette petite apparition. Oui, c'est Pipsqueak. Pipsqueak. Oui. Ça, c'est du prénom qui prénomme, ça. C'est Pipsqueak parce qu'elle a une taille de panthère noire et elle est superbe. Et puis quand elle ouvre la bouche pour miauler, elle fait... Oh non. Elle a une voix de souris. C'est Siffly. Bon, et ben on a parlé de renoncement à la transition, tout ça, haha hihi. Maintenant, on va parler de des transitions avec Mick. Allez, c'est parti. Je te laisse faire un petit annonce content warning, tout ça, si tu veux pour commencer. Ouais. Et puis voilà. Hein. Une petite annonce de service, effectivement. C'est un segment qui va parler des transitions. Il y aura potentiellement des mentions de suicide, des mentions de maladies, enfin d'infections sexuellement transmissibles mortelles et d'autres choses très joyeuses. Donc voilà. Pareil, vous choisissez si vous continuez l'audition du segment, sachant que c'est ce bon, allez, je me même... casse. c'est le même warning que je fais aux personnes à qui je recommande le livre dont je vais parler, en leur disant, écoute, si tu veux le lire, c'est bien d'être dans une place mentale, émotionnelle qui soit plutôt bonne parce qu'il est dur. Je vais parler du livre The Transition Baby de Tori Peters et avant d'attaquer directement le livre en lui-même, je voudrais replacer le contexte dans lequel je l'ai lu parce que ça fait quelques années que le fait d'avoir des enfants, une vie associative, une vie relationnelle, enfin bref, beaucoup de choses font que j'ai beaucoup renié sur la lecture. C'est dans ce que je fais de mon temps libre pour me faire du bien. La lecture, ça occupait une grosse part il y a une quinzaine d'années, et cette part, elle a beaucoup réduit. Et c'est pas seulement que j'ai plus le temps, parce que je pourrais consacrer du temps, mais j'ai du mal à y consacrer de l'énergie aussi. Quand j'ai mis la main sur The Transition Baby, c'était
sur un festival, il y avait une librairie féministe militante qui était là, et j'ai vu ce livre, et j'ai eu une petite réaction de ah, ça fait quand même longtemps que j'ai pas lu un truc qui a l'air un peu je vais mettre des guillemets autour, mais un peu intello, toutes mes copines bien perchées m'en ont parlé. Là, allez, si je m'y mettais, il y avait ce côté un peu de, ok, je vais lire ce livre, histoire de dire aussi que je l'ai lu, et puis de remettre le nez un peu dans la lecture. Et je me le suis gardé pour les grandes vacances, donc le moment où j'arrivais sur ce séjour estival avec mon chéri et les enfants, où je savais que j'allais avoir du temps, de l'énergie, du calme pour faire ça aussi. Et quand j'ai ouvert ce livre, j'étais assise sur la terrasse face à la piscine dans la maison d'été où on va depuis 2 ans. J'avais mes enfants qui faisaient un peu de bruit dans l'eau, mon chéri qui les surveillait, et moi je me suis plongée dans le livre. Et je pense qu'avant de vous parler de la suite, il faut que je vous lise la 4e et la 5e page de ce livre pour vous donner une idée de pourquoi il m'a autant marqué. Donc, je vais prendre ma plus belle voix de lectrice. Et puis, tant pis si c'est pas beau à l'audio. Voilà, donc pour situer le contexte, voilà, on est à la 4e page du livre, et un des 3 personnages principaux, Reese, qui est une femme trans, a un date avec un mec. Et donc, voilà, ça commence comme ça. Il demande mon troll-sac, est-ce qu'on en a vraiment besoin ce soir? Tu sais, je vais vraiment finir par vouloir te mettre en cloque. C'était exactement ce genre de truc qui la faisait s'accrocher à lui. Il avait capté. Avec lui, elle avait découvert que le sexe pouvait être véritablement dangereux. Elle supposait que pour les femmes cis, chaque fois qu'elles faisaient l'amour, ce frisson de danger les parcourait. Le risque, l'excitation de se retrouver enceinte. Une seule baise pouvait niquer leur vie ou la rendre meilleure. Ils imaginaient que pour les femmes cis, le sexe était comme jouer à un chat au bord d'une falaise. Mais elle n'avait jamais eu le plaisir de goûter à ce danger, jusqu'à son cow-boy séropositif. Elle venait tout juste de découvrir ce truc de femme cis, cette menace qui pouvait changer une vie. Son cow-boy pouvait la baiser et la marquer à vie. Il pouvait la baiser et la finir. Sa bite pouvait l'anéantir. Je passe quelques lignes. Et le mec lui dit « Oui, mais c'était avant que tu commences à prendre la pilule. » La première fois qu'elle avait appelé la PrEP sa pilule, c'était dans un restaurant chinois Sunset Park, où il était sûr de ne croiser aucune connaissance de sa femme. Elle l'avait dit comme une blague, mais il l'avait regardée et avait lâché. « Putain, tu m'as mis une énorme gaule. » Il fit un signe pour l'addition, lui dit qu'elle n'irait pas au ciné ce soir et la ramena direct à la maison pour la prendre à plat ventre sur sa housse de couette à fleurs. Au matin, il lui envoya un des sextos les plus sexy de sa vie. Je m'arrête là pour vous donner voilà 2 petits échantillons. Et au moment où j'ai lu ces 4-5 premières pages, je n'entends plus les bruits dans la piscine. Mes enfants nagent toujours, ils vont très bien. La température de 35 degrés autour de moi est tombée à 15 et je suis aspirée dans ce bouquin. Et je vais lire une grosse 50aine de pages. Et je m'arrête, non pas parce que c'est le moment de faire autre chose, je m'arrête parce qu'en fait, à un moment, c'est trop dur, c'est trop émotionnellement, il y a trop de choses qui sont venues. Dangerous Ancient Baby, c'est vraiment une claque. Donc, c'est écrit, je l'ai dit tout à l'heure, par Tori Peters, et ça raconte l'histoire. Ça suit 3 personnages. Donc, Reese, dont j'ai parlé, qui est une femme trans. Ames, qui avant s'appelait Amy, qui a été une partenaire de Reese et qui a entamé une détransition, d'où le detransition. Et tout ce que je vous dis, c'est sur la 4e de couve, hein, donc je ne spoile rien. Il se trouve que l'histoire commence alors que Ames vient d'apprendre avec stupeur que sa compagne, actuellement qui est une femme cis,
Katrina est enceinte, alors que Ames pensait qu'avec les hormones qu'elle ou qu'il avait pris pendant des années, c'était plus possible. Et démarre une histoire où Ames se dit que si ce bébé doit intégrer sa vie, il faut absolument faire revenir dans sa vie Reese qui a toujours parlé d'enfant, a toujours voulu un enfant, que c'est la condition à laquelle il sera possible d'élever cet enfant. Voilà, ça part là-dessus. Et ça, c'est vraiment, je fais rien d'autre que de vous lire la 4e de couverture. Cette histoire, elle est terrible parce que il y a beaucoup de flashbacks sur les vies et les expériences de Reese et d'Amy, Amy Ames. Et il y a des choses qui font très très mal. Il y a des scènes, il y a une scène d'enterrement, de cérémonie après que une des meufs de la communauté se soit suicidée. Il y a le passé de Amy qui moi m'a fait beaucoup de mal parce qu'en fait il résonne énormément avec mon passé pré-transition, avec ce côté où tu as une transphobie tellement intériorisée que tu considères, en tout cas que moi quand ça m'arrivait, et c'est ce qui est décrit dans les segments de cette personne, de ce personnage, quand j'allais aller vers une expression de genre féminin, en fait, je n'arrivais pas à me retirer de la tête que c'était quelque chose de mal, que c'était quelque chose de connoté très négativement, que je faisais quelque chose de sale, que je risquais d'apporter quelque chose de très honteux sur mon couple et sur moi-même. Voilà. Et ça, c'est présent dans plusieurs segments du récit d'Amy. Ça parle aussi de relations multiples. Ça parle de parentalité. Ça parle de comment on vit, comment on survit quand on est une personne trans dans une société qui valorise l'argent et la réussite sociale et que on n'a ni l'un ni l'autre. C'est pas que négatif évidemment, mais moi c'est vraiment un livre dans lequel je me suis plongée par je m'engouffrais dedans, j'étais aspirée pendant 1 heure et demie. J'étais vraiment aspirée comme par un trou noir et je ressortais toute écrasée, toute déchiquetée. Et je me disais non, ça suffit, j'arrête ça, j'arrête de me pourrir mon séjour de vacances. Là, on va profiter des cigales, on va profiter du soleil. Et le soir, je ressortais le bouquin, je relisais 40 pages. Et je l'ai bouffé comme ça. Et il y avait mon chéri qui, je lui en avais parlé, il voyait bien que j'avais cette relation de haine et d'amour simultanée avec ce livre et d'obsession et de vouloir savoir comment ça se termine et de vouloir savoir aussi ce qu'ont vécu ces personnages dans leur passé pour en être là à ce moment-là. Et puis ce moment de trop plein où en fait c'est trop dur émotionnellement, c'est trop dur parce que ce qui est raconté nous fait penser soit à quelque chose qui nous est arrivé ou qui est arrivé à quelqu'un qu'on connaît ou à un événement récent dans la communauté qu'on fréquente. Et je trouve que c'est une énorme force de l'autrice, c'est qu'elle parle de personnes qu'on connaît, de personnes qu'on peut être ou qu'on a pu être, par petits fragments évidemment. C'est difficile de s'identifier pleinement à un des personnages qui est décrit ici, mais c'est difficile aussi de pas faire la connexion. C'est difficile de pas se dire oh putain, ce que fait Reese, cette mise en danger permanente, cette oscillation entre un désir incroyable de vivre des trucs et un désir aussi de se foutre en l'air. On connaît des personnes qui sont dans cette bascule-là. C'est vraiment un livre dont on ressort pas intact. Et en même temps, c'est un livre que, passé le trigger warning, je ne peux pas ne pas recommander. Parce que il est d'une puissance incroyable. Parce que je disais aussi, il n'est pas que négatif, loin de là. Parce qu'il laisse aussi
un certain degré d'interprétation à ce que les personnages, pourquoi les personnages ont fait telle ou telle chose, comment ça va se passer tel ou tel truc. Vraiment, voilà, je recommande vivement de le lire. Je recommande vivement de le lire quand on va bien, ou en tout cas quand on se sent en capacité d'encaisser quelque chose de bien raide. J'ai vu récemment que Tori Peters a sorti un nouveau livre. Je l'ai mis sur ma liste, donc peut-être pour cet été. On verra s'il est aussi brutal. Je sais qu'il y a stag dans le titre, il est en 2 mots et j'ai oublié le deuxième mot. Je rechercherai tout à l'heure et je pense qu'on le mettra de toute façon dans les notes de l'épisode. Mais voilà, si vous voulez le lire, il est publié chez Libertalia et il vaut vraiment le coup. Voilà. Donc achetez-le, volez-le, faites-vous le prêter, mais oui, bah voilà, je suis inclusive moi dans mon propos si tu veux. Donc mais Empruntez-le dans vraiment votre bibliothèque locale. Oui, moi, je dirais ne volez pas Libertalia, qui est un très bon éditeur pour les personnes trans. Donc, voilà, et je ne trouve pas le titre du deuxième livre, mais c'est pas grave. Voilà. Stag Dance, c'est bon. Merci Google. Stag Dance. Tu sais si c'est une autrice trans? Oh, pardon, je ne l'ai pas précisé. Oui, c'est une autrice trans. Oui. D'ailleurs, la 4e de couve dit que c'est le premier roman écrit par une femme transgenre à être sélectionné pour le Women's Prize for Fiction. Voilà. bravo à elle. Eh ben merci Mike. Ça m'a fait penser moi à Stone Butch Blues, qui est je pense mon équivalent sur tout ce que tu viens de raconter. Stone Butch Blues qui est du coup un bouquin de Leslie Feinberg, Oui, c'est si ça. je me trompe pas, qui raconte la vie d'une butch dans les années 50 aux États-Unis, d'une butch juive ouvrière et qui va transitionner, qui va un parcours de transmasculinité et qui doit naviguer les communautés lesbiennes dans lesquelles en fait beaucoup de butch transitionnent. Et c'est un livre qui est pareil extrêmement dur, il est très violent. Je connais beaucoup de lesbiennes notamment qui n'arrivent pas du tout à le lire parce que la lesbophobie est absolument unhinged à l'intérieur en permanence. La transphobie est évidemment pas mieux, mais bon, moi j'ai réussi à le lire, mais parce que ça me faisait un peu le même rapport que toi, je pense. C'est je l'ai trouvé captivant parce qu'il est, je trouve, extrêmement bien écrit. Il m'a servi, moi, de... Pareil, j'ai vraiment pu m'identifier à plein de petites choses qui se passaient à l'intérieur de cette chose-là, parce que je l'ai notamment lu quand, moi, en début de transition, je questionnais ma place dans les milieux lesbiens, en tant que personne transmasculine, et du coup, forcément, il n'y a pas 120 000 livres qui parlent de ça. Donc celui-ci, il était vraiment bien à cet endroit-là. Et j'y retournais tout le temps, alors que parfois j'étais obligé de poser le livre au milieu d'une phrase, parce que ce qui était en train de se dérouler, je l'imaginais immédiatement, j'étais en mode « Oh non, je vois où ça va aller, je ne veux pas aller là où ça va aller. » Et une fois que j'étais posé, je le reprenais après. Donc j'ai pas lu The Transition Baby. Je note, je suis pas sûr que ce soit ma lecture de table de chevet là actuellement, mais voilà. Si je peux donner un petit conseil d'une lecture similaire dans la rubrique si vous avez aimé, vous aimerez peut-être. Voilà. Moi, j'ai envie de l'avoir lu, mais pas de me manger l'expérience de le lire. Ouais. Il y a un livre qui s'appelle Comment parler des livres que vous n'avez pas lus, si jamais tu veux. Oui. Mais je l'ai pas lu. Dans ce que tu disais, Charlie, il y a, tu vois, dans cette idée de reposer le livre, parfois il y avait des trop-pleins et parfois, comme tu l'as dit, c'était une phrase. C'était un truc où non, vraiment,
de toute la force de ma résolution qui tombait à ce moment-là. Non, maintenant, je vais respirer, je vais aller faire goûter des enfants. Et les personnages qui sont présentés dans ce livre, il y a des moments où tu as envie de les aimer très fort, tu as envie de les serrer très fort dans tes bras, tu as envie de leur coller des claques, tu les détestes. Je suis passée mais par absolument tout le spectre émotionnel. Et en fait, c'est pour ça qu'il est aussi bien écrit, parce qu'il est très bien écrit, je veux dire, littérairement, mais les personnages, oui, c'est une femme trans qui a écrit ce bouquin et elle sait de qui et de quoi elle parle. Et c'est aussi ça, en fait, qui fait que ce livre, il est terrible et il est fabuleux. C'est qu'en fait, il dégueule d'authenticité. Il y a vraiment des scènes de communauté ou des scènes entre personnes où tu as pu vivre ça, tu as pu le voir, on a pu te le rapporter. C'est voilà, vraiment. Mais je comprends tes réserves, Jenna. La lecture, elle est éprouvante. Et pourtant, elle vaut vraiment totalement le coup. C'est à ce point que je me suis dit, pas maintenant, mais probablement dans un an ou deux, je veux relire ce livre pour peut-être justement, en connaissant maintenant, on va dire que les choses les plus violentes, je les ai prises dans les dents, pouvoir apprécier plus en détail ou voir s'il y a des choses à côté desquelles je suis passée. Voilà. Mais je dis ça et en même temps, j'ai toujours le même problème de lecture que j'évoquais en début de segment, qui est d'avoir du mal à avoir de l'énergie pour lire. Et j'ai au moins 2 livres pas faciles à lire, pareil émotionnellement, là, qui sont sur la pile à lire. Donc, déjà eux. Et si je survis, on reviendra se farcir des Transition Baby. D'ailleurs, c'est le titre. Moi, je l'ai lu comme si c'était vraiment 2 étapes. The Transition and then Baby. Je l'ai compris comme ça. Je pense que c'est supposé être compris comme ça. Il y a peut-être une autre manière de le comprendre, mais moi, j'ai vraiment compris comme quelque chose de chronologique. Moi, je l'ai compris comme en n'ayant aucune idée de quoi ça parlait. Hein. Juste quand tu as parlé de ton sujet, je l'ai compris comme The Transition Baby. C'est comme ça que je l'avais entendu aussi. Et du coup, c'est ce qui m'a retenu de même regarder la 4e de couve, tellement si je peux me permettre, pour aider nos auditeuristes, Charlie a fait les finger guns qui sont, bien sûr, un symbole bi. Et surtout indispensable dans l'expression. Mais il n'y a pas de... Tu vois, ça, j'aurais vu un point d'exclamation. Or là, il n'y en a pas et il y a une virgule entre les deux. Donc, il a vraiment... voilà. Tu vois, même sur le titre, audio description, je montre à la caméra... Bébé. Virgule, voilà, c'est ça. Pour moi, la virgule n'infirme pas la théorie de Charlie. C'est-à-dire qu'on peut faire finger gun avec des transition, baby. Exactement, c'est juste une intonation différente. C'est juste que ça exclut le sens possible qui était des transition baby, c'est-à-dire le bébé de la transition, de la détransition. Absolument. Voilà. Prochain segment. Très bien. Merci Mike. Est-ce qu'on a encore des réactions sur tout ça? C'était beaucoup d'émotions. Pensez aux fourmis, ça ira mieux. ça fait beaucoup là, non? D'ailleurs, puisqu'on parlait de baby, eh bien, mes fourmis, elles ont plein de petites larves et de petits œufs, puisqu'elles sont sorties de leur pause hivernale. Donc, alors, je ne sais pas si elles vont transitionner ou détransitionner, mais en tout cas, baby, c'est clairement au menu. Je peux pas vous expliquer à quel point j'aime les fourmis. J'adore les fourmis. J'adore les fourmis, je suis zinzin des fourmis, comme des abeilles, je les aime, je veux les protéger de tout mon cœur. Quand je vois des fourmis qui sont pas au bon endroit, je les reroute pour pas qu'elles se fassent écraser.
Je suis le genre de personne à nourrir les fourmis, ce qui est débile, mais écoute, elles ont le droit de manger. Voilà, elles sont là pour ça aussi. Moi, je me demande si larve, c'est pas mon genre en ce moment, en fait. J'ai juste envie de genre me retraiter sous ma couette. Très bien. Eh ben, je propose qu'on arrête là alors pour ce soir. Ah non, j'ai un dernier truc, Ah. j'ai un dernier clin d'œil ou message à faire. C'est un petit clin d'œil très radiophonique à la colonie de Lasius et Marginatus, qui sont des fourmis, qui s'est installée chez une de mes partenaires parisiennes. Je ne me lasse pas de l'observer dans sa salle de bain quand j'y vais. Voilà. Big up les fourmis. Dédicace. Avant qu'on close, on a eu des messages sur Mastodon et je voudrais faire coucou. Il y a Maya qui nous a dit force à vous les Russes en préparation du prochain épisode. Il y a Nuage Céleste Miraculous Lady Fée qui nous pose une question qui est cruciale et on peut ouvrir un débat qui est 80, octante ou 80? Octante, c'est ce qui fait le plus sens. On Alors- a encore 1 heure et demie ou pas? Moi, je trouve que 80 fait plus sens. Parce qu'on dit 70, donc 7, 90, donc 9. Et puis 60, c'est 6. Non, si on disait Mais 80, on dirait 90. Ouais, ok, d'accord, mais 70 quand même. Oui, mais 70, c'est littéralement. Ben non, sinon ce serait 70. Il n'y a aucune occurrence de 7 où c'est pas 7. Bah si, heptagone. Ah. Mais Comme octogone, et septentrional. du coup, le septentrional, ça veut dire le nord, donc rien à voir. C'est pareil. Voilà, bon, je pense qu'on réglera pas ce sujet avec un vote ce soir. Et enfin, il y a Genetics, qui est une cool youtubeuse qui fait de la vulgarisation scientifique, qui dit juste un message à l'équipe: merci d'apporter autant de bonne humeur et de légèreté dans nos oreilles. Alors, après cet épisode, Et je pense qu'elle savait pas. Voilà, Bisous à toi, ça va. Genetics. J'espère Voilà. que tu as Et, apprécié ce que podcast la première léger et doux. Et c'est aussi une de mes amoureuses, et voilà, comme ça je lui aurais fait coucou aussi. remettez un petit peu d'abeilles. Bah, comme tout le monde a dédié cet épisode à quelqu'un, tout ça. Moi, j'aimerais dédier cet épisode au premier bourdon que j'ai vu ce printemps. Il était très gros, il bourdonnait de fleur en fleur dans les jardins du parc de Sceaux en banlieue parisienne, et il était adorable. Et il avait des grosses fesses poilues et pleines de pollen, et c'était vraiment ma vibe, quoi. Nous Trop bien. aimons bien les grosses fesses poilues des bourdons. Oui. Voilà. Il y a dans la région où j'habite, là, en ce moment, on voit sortir les xylocopes, donc qui sont ces énormes abeilles charpentières bleues, bleu-noir comme ça. Elles sont magnifiques, elles sont très grosses. Et je veux dire, quand tu vois ça débouler dans ton jardin, si tu sais pas ce que c'est, le premier réflexe, c'est de vouloir te cacher. Alors qu'en fait, elles Des sont abeilles hyper bleues. Oui, c'est beau. Oui, Ok, je crois que j'ai jamais vu. Il Ça n'y en a brille. pas dans Animal Crossing, ça n'existe pas. C'est une abeille charpentière qui, en fait, vu le format, t'as plutôt l'impression de voir un énorme bourdon. Elles sont bleues métallisées comme ça, c'est Oui. vraiment magnifique. Oui. Et Po va se faire un plaisir de te montrer. Non, c'est l'abeille qui arrive dans ton jardin avec la poutre sur l'épaule. Alors, donc on a dit on refait la charpente et... Ah, ma petite dame, c'est pas porteur, ça. Pardon. Non mais je trouve que côté bonne humeur, en fait, finalement, tu as le premier segment, il y a un puits sans fond, et ensuite la conclusion. J'avais dit qu'il fallait parler des insectes en 2 parties. Oui, c'est très bien. Bien fait, bien joué. Bon, eh ben on se laisse vraiment alors sur ce, maintenant qu'on a parlé Oui. des 2 insectes à nouveau, et que tout le monde va bien et que personne ne va déprimer seul dans son lit ce soir. Tout à fait. Pensez aux insectes et ça ira mieux. Pensez aux grosses abeilles. Eh ben bonne soirée.
Bonne journée, soirée. d'ailleurs, on sait pas. Oui, Bon je appétit sais pas. peut-être. Bonne route. À bientôt. Faites-nos coucou sur Mastodon, oui. Voilà. Voilà. Bye Et longue bye. vie et prospérité, comme d'habitude. Évidemment. Et j'ai remarqué l'oiseau jaune pour la première fois dans cette chanson, alors que dans le... Enfin... Non, c'est l'inverse. On coupera au montage. Pardon? On coupera au montage. Mais non, on n'a dit pas de montage.